En 1947, le gouvernement américain avait jugé que le phare n'était plus un lieu stratégique et s'en était défait lors d'une vente aux enchères au cours de laquelle avaient été adjugés plusieurs autres anciens bâtiments militaires. D'après les documents que j'avais sous les yeux, le premier propriétaire s'appelait Marco Horowitz, né en 1906 à Brooklyn, décédé en 1949. C'est sa veuve, Martha, née en 1920, qui avait vendu le phare à mon grand-père, Sullivan Costello, en 1954. Je fis mentalement le calcul. Cette Martha avait aujourd'hui 71 ans. Il y avait une forte probabilité qu'elle soit encore en vie. Je pris un stylo qui traînait sur le comptoir et soulignai l'adresse qu'elle avait fournie à l'époque. 26 Preston Drive, à Tallahassee, en Floride. Je décrochai le téléphone mural et appelai les renseignements. Il n'y avait plus de Martha Horowitz à Tallahassee, mais l'opératrice trouva une Abigail Horowitz dans la même ville. Je la priai de me mettre en relation avec ce numéro. Abigail décrocha. Je me présentai et lui mentionnai l'objet de mon appel. Elle m'apprit qu'elle était la fille de Marco et de Martha Horowitz. Sa mère était encore en vie, mais depuis 1954, elle avait eu le temps de se remarier 2 fois. Elle portait désormais le nom de son mari actuel et vivait en Californie. Lorsque je demandai à Abigail si elle se souvenait de 24 Winds Lighthouse, sa réponse fusa. « Bien sûr, j'avais 12 ans lorsque mon père a disparu. » Disparu. Je fronçai les sourcils en relisant mes documents. D'après l'acte de vente que j'ai sous les yeux, votre père est décédé en 1949, c'est bien ça? Mon père a été déclaré mort à cette date, mais c'est 2 ans plus tôt qu'il a disparu. Comment ça, disparu? C'était à la fin de l'année 1947, 3 mois après avoir acheté le phare et sa petite maison. Papa et maman adoraient la région et avaient l'intention d'en faire notre résidence de vacances. À l'époque, nous vivions à Albany. Un samedi matin, mon père reçut un coup de fil du shérif du comté de Barnstable pour le prévenir qu'un arbre de la propriété avait été foudroyé la nuit précédente et s'était abattu sur une ligne électrique. D'après le policier, l'orage avait également endommagé le toit en ardoise de la maison. Mon père prit sa voiture et se rendit à 24 Winds Lighthouse pour constater l'étendue des dégâts. Il n'en est jamais revenu. Que voulez-vous dire? 2 jours plus tard, on a retrouvé sa Oldsmobile garée devant la bâtisse, mais aucune trace de papa. Les flics passèrent le phare et les alentours au peigne fin, sans trouver aucun indice pour expliquer sa disparition. Ma mère garda espoir et attendit des jours, des semaines, des mois, jusqu'au début de 1949, où un juge déclara mon père officiellement mort pour pouvoir procéder à sa succession. J'allais de surprise en surprise. Jamais je n'avais entendu parler de cette histoire. Votre maman a attendu 5 ans avant de remettre le phare en vente? Ma mère ne voulait plus entendre parler de cette maison. Elle s'en est désintéressée jusqu'au moment où elle a eu besoin d'argent. Elle en a alors confié la responsabilité à un agent immobilier de New York, en lui demandant de ne surtout pas prospecter auprès des gens du coin, qui avaient tous eu vent de la disparition de mon père et qui étaient nombreux à considérer à présent que le phare portait malheur. Et depuis, vous n'avez jamais eu de nouvelles de votre père? Plus jamais, affirma-t-elle, avant de se reprendre. Sauf une fois. Je gardai le silence pour lui permettre de continuer. En septembre 1954, il y eut un dramatique accident à New York entre les gares de Richmond Hill et de Jamaïca. Ce fut une véritable boucherie. À l'heure de pointe, à pleine vitesse, un train bondé en a percuté un autre qui entrait en gare.
L'accident a fait plus de 90 victimes et près de 400 blessés. C'est l'une des pires catastrophes ferroviaires de tous les temps. J'en ai déjà entendu parler. Mais quel rapport avec votre père? Dans l'une des rames se trouvait l'un de ses collègues. Il a été blessé, mais il a survécu. Après le drame, il est venu voir ma mère à plusieurs reprises, en prétendant que mon père se trouvait dans le même wagon que lui et qu'il avait péri dans l'accident. Tandis qu'elle parlait, je prenais des notes à toute vitesse. Les similitudes avec ce qui était arrivé à mon grand-père étaient flippantes. Et bien sûr, on n'a jamais retrouvé le corps de mon père dans ce train, mais j'étais adolescente à l'époque et les propos de cet homme m'ont beaucoup troublée. Il croyait dur comme fer à ce qu'il racontait. Une fois qu'Abigail eut terminé son récit, je la remerciai pour ses informations. Alors que je raccrochais, je pensais à son père et à mon grand-père. Deux hommes, avalés par les entrailles du phare, frappés à quelques années d'intervalle par la malédiction qui planait sur ce lieu. Un lieu dont j'étais désormais l'unique propriétaire. Les 24 vents. Le soleil était là, qui mourait dans l'abîme. Victor Hugo. 1. Un sang de glace courait dans mes veines. Avec la manche de mon pull, j'essuyais la buée qui s'était formée contre les vitres. Il n'était pas 4 heures de l'après-midi et il faisait déjà presque nuit. Dans un ciel ténébreux, une pluie continue cinglait les carreaux. Le vent hurlait. Son souffle balayait tout. Les arbres courbaient l'échine, les câbles électriques valsaient, les châssis de fenêtres tremblaient, la structure métallique de la balançoire grinçait, se lamentant dans une plainte stridente semblable à des pleurs d'enfants. J'avais besoin de me réchauffer. Il y avait du petit bois et des bûches près de la cheminée. J'allumai un feu et me fis de nouveau du café. Ces révélations successives m'avaient plongé dans la perplexité. Mon grand-père n'avait vraisemblablement pas péri noyé sur les côtes du Maine. Il avait abandonné sa femme et son fils pour se faire la belle. Mais pour quelle raison? Certes, personne n'est jamais à l'abri d'un coup de folie ou d'un coup de foudre, mais ce comportement était à 1000 lieues de ce que j'avais pu entendre dire de la personnalité de Sullivan Costello. Fils d'un émigré irlandais, c'était un travailleur acharné qui avait durement gagné sa part de rêve américain. Pourquoi s'était-il évaporé un jour d'automne, rompant brutalement avec tout ce qui avait constitué son existence? Quel secret inavouable et terrible planquait-il dans les recoins de son âme? Qu'avait-il fait entre l'automne 1954 et la fin de l'année 1958? Et surtout, y avait-il la moindre chance qu'il soit encore en vie aujourd'hui? Il me parut soudain comme une évidence que ces questions ne pourraient rester sans réponse. Deux. Je bravais la pluie pour rejoindre la remise accolée au cottage. Lorsque j'en poussai la porte, je découvris, parmi les outils usés et rouillés, une masse flambant neuve, portant encore l'étiquette adhésive siglée Home Depot. C'était un modèle allemand avec un manche en bois brut et une partie métallique coulée dans un alliage spécial de cuivre et de beryllium. Mon père avait dû l'acheter récemment. Très récemment même, sans doute à mon intention. Je sentis les mâchoires du piège en train de se refermer. Sans réfléchir, je pris la masse, un vieux burin et une baramine qui se trouvaient là. Je sortis de la remise et m'engouffrai dans le cottage, puis dans le corridor. La trappe menant à la cave était restée ouverte.
Avec mes outils, je descendis l'escalier et actionnai l'interrupteur pour éclairer la pièce. J'avais encore la possibilité de faire demi-tour. Je pouvais appeler un taxi qui me conduirait jusqu'à la gare, puis je rentrerais à Boston par le train. Je pouvais demander à un agent immobilier de mettre 24 Winds Lighthouse en location. L'été, les demeures de ce genre se louaient plusieurs milliers de dollars le mois en Nouvelle-Angleterre. Je pouvais ainsi me constituer un revenu régulier et continuer tranquillement ma vie. Mais quelle vie! En dehors de mon métier, mon existence était vide de sens, sans attache, sans personne à aimer. Je clignai les yeux. Une image surgit du passé s'imposa dans mon esprit. J'ai 5 ans. La tête blonde est levée vers mon père qui vient de me laisser tomber sur le parquet de la chambre. Je suis pétrifié. Dans la vie, tu ne dois faire confiance à personne. Tu comprends, Arthur? À personne. Pas même à ton propre père. Cet héritage était un cadeau empoisonné, un guet-apens que m'avait tendu Franck. Mon père n'avait pas eu le courage d'ouvrir la porte lui-même, pas le courage de rompre une vieille promesse. Mais avant de mourir, il voulait que quelqu'un le fasse à sa place. Et ce quelqu'un, c'était moi. Trois. J'épongeais les gouttes de sueur qui perlaient sur mon front. Une chaleur oppressante régnait dans cette partie de l'édifice. L'air était rare, l'atmosphère suffocante, comme dans la salle des machines d'un navire. Je me retroussai les manches et soulevai la masse à 2 mains, la balançant au-dessus de ma tête pour prendre le maximum d'élan. Puis je projetai le marteau au centre de la croix. Plissant les yeux pour éviter la projection des éclats de briques et la poussière, je donnai un 2e coup, un 3e. Au 4e, je levai la masse avec plus de vigueur. Bien malement pris. Le maillet sectionna 2 tuyaux qui couraient au plafond. Des pelletées d'eau glacée se déversèrent sur moi avant que j'aie le réflexe d'ouvrir le boîtier du compteur d'eau et de stopper le déluge. Merde! J'étais trempé de la tête aux pieds. L'eau était aussi gelée que jaunâtre et exhalait une odeur de moisi. Je retirai immédiatement ma chemise et mon pantalon. Le bon sens aurait voulu que je monte me changer. Mais la chaleur de la pièce et l'envie de savoir ce qui se cachait derrière la porte furent suffisantes pour me remettre au travail. Torse nu, en caleçon à pois rose, je repartis de plus belle, cognant les briques avec rage. Une parole de mon père me revenait en écho. Je pense que ce qu'il y a derrière cette porte est beaucoup plus terrible qu'un cadavre. Après une dizaine de coups, je sentis la surface métallique derrière le mur. Un quart d'heure plus tard, j'avais mis à nu l'intégralité de l'ouvrant. Une porte basse et étroite en fer forgé, rongée par la rouille. Avec mon avant-bras, j'essuyais la transpiration qui ruisselait sur mon torse et me rapprochais du corridor. Sur une plaque de cuivre vissée à la porte, je distinguais une rose des vents ciselée dans le métal. J'avais déjà vu ce diagramme. On en trouvait un identique, scellé dans le muret de pierre qui ceinturait le phare. Il récapitulait la liste exhaustive des vents connus dans l'Antiquité. Elle était suivie d'une inscription en latin qui mettait en garde. Postquam viginti quatuor venti flaverint nihil iam erit. Après le souffle des 24 vents, il ne restera rien. De toute évidence, et je ne savais pour quelle raison, c'est de cette rosace que le phare tirait son nom. Au comble de l'agitation, je tentai d'ouvrir la porte, mais la poignée était bloquée, comme figée dans la rouille.
Je forçai, mais elle me resta dans les mains. J'avisai les outils que j'avais avec moi et m'emparai de la barre à mine. J'insérai son extrémité biseautée dans la jointure pour m'en servir comme pied de biche. J'appuyai de toutes mes forces sur le levier jusqu'à entendre un craquement sec. La serrure venait de céder. « 4. J'allumai ma torche électrique. Le cœur battant, je poussai le panneau métallique qui racla durement le sol. Je braquai la lampe à l'intérieur. Le faisceau lumineux éclaira une salle semblable à celle que m'avait décrite mon père. Moins de 10 mètres carrés de sol boueux, encadré par 4 murs de pierre non taillés. Le sang pulsait dans mes tempes. Je pénétrai prudemment dans la pièce, éclairant chaque recoin. À première vue, l'espace était vide. Le sol en terre était instable. J'avais l'impression de patauger dans de la boue. J'inspectais plus attentivement les murs. Ils étaient vierges de toute inscription.